Bien, chers collègues, vous l'aurez compris, nous sommes dans les derniers calages pour le premier conseil qui se veut dématérialisé, puisqu'effectivement, nous voilà tous équipés de tablettes ou d'ordinateurs pour pouvoir suivre l'ensemble du conseil de manière dématérialisée. Vous comprendrez évidemment l'énorme économie de papier qu'il y a derrière, mais je pense au secrétariat général représenté derrière moi, pour qui c'est aussi non pas un confort, mais un outil beaucoup plus performant pour communiquer les différentes pièces officielles de ce conseil. Je commence immédiatement par l'appel. Jean-Paul Vermeau, moi-même présent. Patrick Gambache. Présent. Catherine Tréanton. Présent. Yvon Laurence. Nathalie Barnet. André Laurent. Présent. Alors, Valérie Scatolin a donné pouvoir à Nathalie Barnet. Frédéric Laminotte. Présent. Laetitia Abili. Jérôme Plouzen. Présent. François Keinec a donné pouvoir à André Laurent. Ismaël Dupont. Marie-Françoise Madec. Patricia Stéphan a donné pouvoir à Françoise. Amada Zouberi, qui est au travail, a donné pouvoir à Henri Merlin Gaba Ngaba. Élise a donné pouvoir à Patrick Gambache. Catel Salazar est là. Henri Merlin Gaba Ngaba est là. Ludivine est présente. Camille est à côté. Camille Thomas. David Guillaumard est présent. Christelle Breton présente. Ali Azala présent. Jolane Faucheur. Eugène Karadec-Davillers a donné pouvoir à Ismaël Dupont. Anne-Yvonne Géréec, nous reviendrons immédiatement sur ce nom. Bonsoir Anne-Yvonne. Marie Galouedec est présente. Jean-Charles Pouliquin présent. Georges Oregan. Alain Danielou également. Sabine. D'accord. Ouais. OK. Serge Moulec. Ah, oui, pouvoir. Pouvoir à pouvoir à monsieur. Pouvoir à toi, Alain. Pouvoir à Alain Danielou et Thomas Deroux. Le premier point à l'ordre du jour appelle à. Non. Merci. Le premier point appelle à l'installation d'une nouvelle conseillère municipale. Nous avons une pensée collective envers Maëla Burlot, en lui souhaitant un excellent total rétablissement. Et nous accueillons aujourd'hui Anne-Yvonne Géréec en qualité de suivante sur la liste de Morlaix Ensemble. Elle est installée en tant que nouvelle conseillère municipale. Le tableau du conseil sera dès lors mis à jour. Et je lui laisse la parole pour quelques mots, Anne-Yvonne. Eh bien, ne t'inquiète pas, Anne-Yvonne, et bienvenue parmi nos travaux. Et pour immédiatement la mettre à contribution, je lui ai proposé d'être secrétaire de séance, ce qu'elle a accepté immédiatement. Merci, merci Anne-Yvonne. Le premier point à l'ordre du jour appelle dès lors l'approbation du compte-rendu du conseil municipal du 26 septembre. Y a-t-il des interventions sur ce conseil municipal, sur ce compte-rendu? S'il n'y en a pas, chers collègues, y a-t-il des abstentions ou des oppositions? Il n'y en a pas, merci. Le deuxième point amène à l'information des décisions prises dans le cadre de l'article L2122-22 du CGCT par délégation. Chers collègues, avez-vous des questions sur les délégations? Georges, il y a une question. Ce n'est pas une question, vraiment, monsieur le maire, c'est une observation. Oui. Actuellement, la circulation, c'est dû aux travaux, est très très difficile, route de Paris. Oui. Donc, je vois qu'il y a
des attributions. Mais vous profitez de tout, de tout pour faire des remarques qui devraient être inscrites dans un autre cadre. Allez, on vous écoute, Georges. C'est avec plaisir que je veux savoir que la police municipale était sur place pour réguler. Mais c'est vrai que c'est très compliqué, notamment aux heures de sortie d'école. Oui. Dès hier, nous avons diligenté, bonsoir Sabine, dès hier nous avons diligenté la police municipale pour réguler les flux. Nous avons vu aujourd'hui qu'effectivement la durée des feux qui ont été mis en place par notre entreprise prestataire est trop longue. Elle sera régulée dès demain, mais la police municipale sera vigilante à être régulièrement sur le site pour éviter de trop gros engorgements. On sait qu'effectivement les travaux étaient absolument nécessaires pour rétablir la qualité de la voirie de la route de Paris. Et j'en profite pour remercier les services de police municipale. J'ai eu un rapport sur leur intervention hier et aujourd'hui. Donc on pilotera au mieux la régulation du feu de la route de Paris pour qu'elle soit, j'allais dire, le plus fluide possible. Nécessairement, quand il y a des travaux, il y a des gênes que nous essayons de minorer en gardant l'alternat. Mais je remercie les policiers municipaux de se mobiliser, les policiers et policières municipaux de se mobiliser sur cette question. Y a-t-il d'autres commentaires sur les délégations? S'il n'y en a pas, chers collègues, nous votons pour une prise d'acte. Pour la prise d'acte, y a-t-il des abstentions ou des oppositions? Il n'y en a pas. Nous allons pour la première délibération être trois à vous quitter. Jérôme Plouzen, Yvon Laurence et moi-même. C'est le sujet du vœu remis sur table qui a été co-construit avec le conseil départemental, l'AMF, l'Association des maires de France, et l'AMR, l'Association des maires ruraux. La loi impose des déports très stricts des élus et en l'occurrence, s'il me concerne, ainsi que M. Laurence et moi-même. Concernant ce vœu, y a-t-il vous l'avez découvert sur table, y a-t-il des oppositions ou des abstentions pour qu'il soit inscrit en fin d'ordre du jour? Donc c'est sur une proposition conjointe du conseil départemental de l'AMF et de l'AMR pour demander, et nous en avons déjà régulièrement débattu au sein de ce conseil comme au sein du conseil communautaire, qu'il y ait des évolutions législatives concernant le statut des élus et la notion des conflits d'intérêts. S'il n'y a pas d'opposition ni d'abstention, il sera donc vu en fin de conseil et nous vous quittons. Je cède la présidence à Patrick Gambache. Merci. Dès que vous aurez quitté la salle, on pourra donc commencer cette première délibération, l'opération d'aménagement des entrées sud du centre-ville historique de Morlaix, désignation du choix du concessionnaire et autorisation de signature du traité de concession. Cette délibération a pour but de solliciter, afin de procéder au terme de la procédure engagée, au choix d'un concessionnaire de l'opération de ville, donc, qui s'appelle Sud du cœur de ville historique de Morlaix. La commune a décidé par délibération du 10 février 2022 de confier la réalisation de cette opération à un aménageur et de lancer la procédure de désignation d'un concessionnaire. Le périmètre de cette concession. J'arrive. On va vous mettre la carte sur les grands écrans. Ça marche. Voilà, donc vous avez justement au centre la partie îlot du Deux-Seine. Vous avez ensuite la partie Rialto qui va se situer sur votre gauche sur les écrans, avec la passerelle qu'on voit ici. Et donc l'îlot du Rialto va être complètement rénové et des bâtiments vont être créés. Et sur la troisième partie, sur la partie rue de Paris, il y a un certain nombre d'immeubles qui ont été fixés pour éventuellement pouvoir être réhabilités
et remis en vente ou à la location. Voilà les 3 parties qui concernent cette concession d'aménagement. Cette concession d'aménagement, la programmation envisagée sur ce secteur est de créer donc sur une surface totale de près de 6800 m². Il y a la création de 90 logements, plusieurs surfaces commerciales et services et associatifs, notamment la maison des associations, d'engager une restructuration lourde de la MJC afin notamment de la mettre aux normes d'accessibilité et de rénovation énergétique, et la revalorisation des espaces publics, des qualités paysagères et patrimoniales. Le bilan de la concertation a été approuvé par la délibération de notre dernier conseil municipal du 26 septembre 2024, et des acquisitions foncières et travaux de déconstruction anticipée ont déjà été faits depuis 2022. La ville a engagé des procédures d'acquisition foncière et des travaux de déconstruction en vue d'opérations d'aménagement, notamment sur l'îlot du Deux-Seine. Des acquisitions foncières sont également en cours sur le périmètre du rez-de-chaussée de l'ancien Carrefour Market, 22 rue de Paris, et sur l'emprise du cinéma Rialto à travers la sollicitation des établissements publics fonciers de Bretagne dans le cadre de la convention d'action foncière entre la ville et l'EPFB. Quelles sont les principales étapes de la procédure de concession d'aménagement ? La consultation relative à la concession d'aménagement du secteur dit d'entrée de sud du cœur de ville historique de Morlaix a été lancée en mars 2024. Les mesures de publicité requises dans le cadre de la procédure ont donné lieu à une publication d'un avis d'appel d'offres formalisé le 1er mars 2024, ainsi qu'une parution dans la rubrique marché de travaux de la presse Le Télégramme le 7 mars 2024. Initialement fixée au 24 avril 2024 à 12 h, la date de dépôt des offres a fait l'objet d'une prorogation au 7 juin 2024 à 12 h. 2 sociétés ont remis une candidature et une offre dans un délai imparti. La société Sembrez et le groupe Sempi BMA, composé donc de la société Sempi du Ponant et de la société Sembrez Métropole Aménagement, donc BMA. Une première analyse de la recevabilité des candidatures et des offres a été réalisée dès juin 2024. Une commission ad hoc relative à la procédure s'est réunie le 24 juillet et a examiné la complétude de l'ensemble des dossiers de candidature, pris connaissance des offres reçues et émis un avis favorable à l'engagement des négociations avec 2 candidats ayant remis une offre. Des questions écrites de demande de précision ont été transmises aux candidats durant l'été. Les auditions se sont tenues le 3 septembre 2024 avec 2 candidats. Il leur a été demandé de transmettre une offre finale pour le 17 septembre 2024. À l'issue de l'analyse approfondie des offres sur le fondement des critères de choix énoncés dans le règlement de la consultation, il est aujourd'hui proposé d'attribuer la concession d'aménagement des entrées sud du cœur historique de Morlaix à la Sembrez. Alors vous avez dans les points d'information ensuite, je pense que tout le monde les a lus, les points de plus-value de la Sembrez. Je n'insiste pas, je vais quand même redire deux, trois petites choses quand même. Tout d'abord, on avait une offre technique qui montrait qu'il y avait une très très bonne compréhension et une très très bonne analyse qui avait été faite par la Sembrez. Ils sont venus plusieurs fois sur site, enfin, ils ont vraiment cherché à comprendre ce qu'on voulait et garantissent à la ville une collaboration étroite donc avec entre le concédant et la ville, de façon à pouvoir être présent à tous les niveaux de décision importants. L'offre financière de la Sembrez est relativement plus avantageuse que celle de de Sempi BMA, et la Sembrez prend le risque de la réalisation de l'opération tant que l'économie générale du bilan n'est pas bouleversée en cas de réexamen cohérent et limité. C'était quelque chose d'hyper important pour la ville, c'est-à-dire de se dire qu'on avait un statut très clair de ce que ça risquait de coûter à la ville et d'avoir des clauses de revoyure, on va dire, très très encadrées. Donc c'était aussi pour nous une garantie importante que nous avons pris en compte.
La concession sera pilotée directement par le directeur territorial de la SEMRES du Finistère, avec pour interlocuteur privilégié un responsable opérationnel doté de plusieurs références de concession d'aménagement. Donc voilà, on a eu le sentiment de choisir les plus engagés, ceux qui laissaient porter le moins de risques à la ville et ceux qui étaient bien entendu les moins chers aussi. Voilà ce qui a guidé en fait le choix. Le bilan financier et la participation de la ville de Morlaix. Donc on a un coût total de l'opération de 5 580 980 €, avec une contribution de la ville de Morlaix de 3 099 327. Cette participation se répartit comme suit. On a 1 834 000 € sur la rénovation de la MJC. Hein, on vous a dit que c'était une rénovation lourde, donc effectivement, ça va coûter à la ville 1 834 000 € pour la rénovation. 350 000 € pour la passerelle du quai Fleutre que je vous ai montré tout à l'heure, qui permettra de pouvoir avoir un deuxième accès à peu près au bas en fait de ce qu'on a aujourd'hui quand on est sur le parking et qu'on regarde vers le Rialto. On a au bas du mur où il y a une fresque, juste à gauche, quand on regarde de ce côté-là, une venelle qui débouche juste derrière le tabac, où pour le coup aujourd'hui cette venelle est fermée et il y a dessus un poste Enedis. Ce poste sera déplacé, ce qui permettra de réouvrir cette venelle. Et enfin, donc les 915 000 € pour la contribution d'équilibre de la ville. Ce qui veut dire que c'est vraiment le maximum engagé. Donc c'est plutôt intéressant pour nous d'avoir formalisé en fait tout ça d'un point de vue financier et de ne pas être dans des épures où on n'aurait pas forcément la totalité des éléments et on nous dirait ça sera recalculé au fur et à mesure, etc. Donc la participation de la ville sera échelonnée jusqu'en 2032. Le calendrier proposé par la SEMRES. Alors la SEMRES propose un phasage en plusieurs temps. Une intervention immédiate sur l'îlot du Deux-Seine et la MJC avec une livraison prévue en 2027. Une intervention sur le Rialto en second temps avec une livraison prévue en 2028 et des interventions sur la rue de Paris à affiner en fonction des opportunités, mais plutôt relayées en deuxième partie de la concession. Donc livraison engagée entre 2027 et 2029. Enfin, la place Traoulaine et les immeubles de la rue du Mur sont phasés en fin d'opération 2030-2032. Donc, là, vous avez eu l'ensemble du dossier, avec toutes les annexes, l'ensemble des annexes financières qui vous ont été remis pour consultation. Donc, le vote de ce soir devrait nous permettre de désigner la SEMRES en tant que concessionnaire d'aménagement de l'opération des entrées sud du cœur historique de Morlaix et d'approuver le traité de concession et ses annexes joints à la présente délibération. La commission des affaires générales a voté un avis favorable à l'unanimité. Voilà, je vous cède la parole si jamais vous avez des questions ou des compléments. Georges. En fait, ça va être plusieurs remarques. Comme Patrick l'a indiqué, nous avons voté pour le choix de la SEMRES en commission des affaires générales et financières. Simplement, sur ce dossier, on a 2-3 remarques à apporter, comme je l'indiquais. À savoir que le déplacement du Rialto ne nous satisfait pas outre mesure, mais ça, effectivement, c'est un choix d'opérateur privé. Et ce transfert à Saint-Fiacre retire quand même à Morlaix un élément structurant culturel fort et va entraîner une artificialisation de surface importante sur une zone qui l'est déjà du côté de Plourin. Et avec les conséquences qu'on peut imaginer sur de l'eau supplémentaire qui arrivera dans le quai Flotte. Concernant la création de surface commerciale, on ne peut être que pour, parce que la rue de Paris, notamment, en manque cruellement. Et c'est vrai que l'arrivée du Carrefour City au pied du viaduc était probablement une bonne chose, mais qu'effectivement, ce type d'équipement commercial aurait, comme dans le passé, toute sa place du côté de la rue de Paris. Et la création donc de 90 logements est une bonne nouvelle pour la ville, en termes de revitalisation démographique notamment, si ce n'est que, comment dire, ce sont donc de nouveaux habitants qui vont arriver
à Morlaix. On s'en félicite pour la ville, pour les écoles. Simplement, il faudra aussi que ces habitants puissent disposer de places de stationnement dans un secteur qui en manque déjà cruellement, sachant que 38 places de parking doivent être supprimées à l'île du Point de Benne, et ça nous paraît quand même inquiétant. Sur la question du stationnement, hein, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais sur la partie Rialto, en fait, il y aura sous les immeubles prévu des places de stationnement. Hein. Donc, d'abord, c'est une obligation, et puis l'idée était de ne pas, si on a un certain nombre de logements et de gens qui s'installent, de ne pas se retrouver à avoir des gens qui n'auraient pas de stationnement. Donc ça, c'est envisagé. Effectivement, ta remarque est plus large, hein, Georges, c'est sur le stationnement en général, et je l'entends bien. Mais en tout cas, si on reprend juste le vote de ce soir, hein, on est bien dans l'idée que le Rialto aujourd'hui va fermer, qu'il fallait faire quelque chose de cette future friche, et que c'est dans ce cadre-là qu'il y a eu l'idée en fait d'intégrer le Rialto à cette concession, de façon à pouvoir d'abord avoir un ensemble plus important et plus volumineux pour le concessionnaire, hein, ce qui était plus intéressant pour eux. Et la deuxième chose, c'est effectivement, on est bien ce soir à se dire, on a dans la concession à créer du logement sur Morlaix parce qu'on en a besoin, et il nous semble que cet emplacement-là est plutôt intéressant. On n'a pas parlé de la question du cheminement vert, hein, puisque le long du quai Flotte, on retrouverait un cheminement qui permettrait de pouvoir aller, j'allais dire, de l'Intermarché jusqu'à la ville, en passant ou pas par la rue de Brest, que cette passerelle est aussi l'idée de pouvoir repasser rapidement d'un endroit à l'autre de la rue de Brest à ce cheminement ou vice-versa, et que ça nous semblait assez intéressant. Donc voilà, je rajoute que ce soir on vote pour confier à un concessionnaire la tâche après de finaliser, bien entendu, et en concertation avec la ville. Et c'était une remarque que tu avais fait, hein, Georges, sur le fait d'être bien accompagné et bien resté au chevet en fait, du concessionnaire, de façon à pouvoir travailler ensemble. Donc ça, c'est une chose, en tout cas, qui semble acquis aujourd'hui. Et la deuxième chose, c'est que cette concession-là n'est que le début finalement du travail qui va avoir lieu ensuite, que ce soit avec les gens de la MJC, que ce soit après, comme on a pu déjà le faire, avec les habitants de Morlaix sur la suite à donner. Donc il y aura encore des réunions avec les habitants, il y aura encore des moments où on sera en concertation pour le développement final du projet. Oh, pardon, Georges. Juste pour insister quand même sur le rapport avec SEMBRES, pour que des places de stationnement soient bien intégrées et prévues pas trop loin du secteur, parce que, comment dire, dès lors qu'il y a des places supprimées de façon assez massive du côté de la ville Point de Benne actuellement, que les nouveaux habitants du côté de la rue de Paris et de l'île d'Île-de-Seine, ou que les gens qui viennent à MJC une fois que ça sera rénové autre, puissent quand même se garer dans un périmètre acceptable pour venir à pied ou à vélo, et ne pas être une navette toutes les demi-heures. On entend bien. Juste pour revenir, parce que ça fait 2 fois que tu en parles, c'est vrai qu'il y a 21 places qui sont supprimées sur la partie Point de Benne. La route de Paris aura des places supplémentaires, hein, puisqu'il y a un certain nombre de places supplémentaires sur la route de Paris qui vont être créées. Donc ça ne compensera pas les 21 places, parce que je crois de mémoire que c'est une dizaine de places supplémentaires sur la route de Paris, que je confirmerai, hein, parce que j'ai plus en tête. Mais que l'idée aussi était que à la fin, en fait, de l'ensemble des travaux, on récupère l'ensemble du nombre de places qu'on a aujourd'hui. Alors, il en faudrait sans doute plus. Justement, il en faudra sensiblement plus que de simplement récupérer les places existantes actuellement. Il y a tous les jours et en permanence un nombre important de places disponibles aux Pouillettes. Je peux le voir de ma fenêtre tous les jours. Georges.
Bon, voilà. En tout cas, on comprend bien qu'il y a un sujet sur le stationnement, et c'est vrai qu'on va y travailler, et que c'était aussi l'engagement qu'on avait pris pour retrouver le même nombre de places. C'est pour ça qu'il y a plus de places d'ailleurs à l'Intermarché aujourd'hui, etc. Donc on essaye de compenser au maximum, et même peut-être d'augmenter légèrement le nombre de places. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions sur cette concession d'aménagement ? Mais je vais vous proposer de passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Unanimité, merci. On va pouvoir faire rentrer nos camarades de conseil. Je vais aller les chercher. Je reprends le fil des délibérations. J'étais absent à la précédente, mais j'ai officiellement le droit, voire même le devoir, de vous présenter le rapport du mandataire concernant la Sembrez. Vous avez reçu ce rapport joint à la convocation. La Sembrez est une, j'allais dire vieille, est une société d'économie mixte qui est installée dans le paysage breton depuis 1957, puisqu'elle a pris le relais de la SEMAEB, et que les 3/4 de son activité et de son actionnariat sont assis sur le conseil régional, puisque c'est la société mandataire des travaux concernant les lycées de la région, dont le lycée Tristan-Corbière, dont elle a la réhabilitation en charge, un des plus gros projets d'investissement sur le territoire à l'heure actuelle. La Sembrez a développé plusieurs activités, notamment ces dernières années, comme Brest Cité, qui est en charge plus précisément des centralités, Brest Énergie, des projets d'énergie sur le territoire, ou encore Bresimo dans la commercialisation, Brest Tourisme dans l'appui aux projets touristiques. Les données financières de la Sembrez sont d'un CA d'un peu plus de 7 millions d'euros et d'un résultat net de 579 000 euros, qui est une situation financière, si ce n'est confortable, en tout cas sans risque. La ville de Morlaix est actionnaire de la Sembrez à hauteur de 0,1%. Dans les actionnaires locaux, il y a également Morlaix Communauté à hauteur de 0,33%. C'est exactement Morlaix. Oui, 0,10%. Nous sommes le plus petit actionnaire de la société. Voilà, avez-vous des questions sur le rapport de la Sembrez? Donc, y a-t-il des avis défavorables pour ce rapport? Il n'y en a pas. Y a-t-il des abstentions? Il n'y en a pas non plus. Je redonne la parole à Patrick Gambache pour les modifications de commission communale. Oui, après, avec l'installation d'Anivonne au sein du conseil municipal, il convient maintenant de modifier les commissions communales et structures et organismes diverses. Vous avez donc la liste derrière. Commission communale des affaires sociales et de solidarité, Anivonne y rentre. Elle sera également présente en tant que suppléante à la commission des délégations de services publics, comme suppléante également à la commission communale pour l'accessibilité, et enfin à Clabac, où Anivonne sera également suppléante. Voilà. Y a-t-il des interventions sur cette délibération? Il n'y en a pas. Y a-t-il des abstentions et des oppositions? Il n'y en a pas non plus. Patrick Gambache continue avec la DM2. Oui, comme chaque année, nous allons avoir à étudier la décision modificative numéro 2 du budget principal et des budgets annexes.
Sur le budget principal, les principales modifications sont les suivantes. Sur le budget principal, on a donc des dépenses de fonctionnement. Une enveloppe de 278 000 € supplémentaires a été inscrite pour des dépenses de personnel correspondant au recours à des CDD afin de pallier aux absences, maladies, etc., aux cotisations URSSAF qui en découlent, 50 000 €, des heures insalubres, 15 000 €, la JIPA des années antérieures qu'il a fallu payer, les 27 000 €, et aux élections non prévues qui ont eu un coût de 31 000 €, et à une augmentation de l'assurance statutaire de 4 000 €. La ville de Morlaix est éligible au FPIC. Chaque année, on s'attend à en sortir. Eh bien là, non, nous n'en sommes toujours pas sortis. Et la somme de 11 972 € est inscrite en diminution du budget primitif. Parce que vous savez que le FPIC donc fait qu'on donne de l'argent à d'autres et nous, on en reçoit. Et donc, c'est cet équilibre-là qu'il y a. Et on verra plus tard que dans les recettes, on a des recettes correspondantes. Une subvention complémentaire de 300 000 € est attribuée à l'EHPAD afin d'absorber leur déficit de fonctionnement. Une subvention complémentaire de 188 000 € est attribuée à la cuisine centrale ainsi que 10 900 € au centre de santé municipal pour combler les déficits des deux. Une subvention complémentaire de 95 000 est attribuée au pôle petite enfance. Une enveloppe de 70 000 a été inscrite pour les intérêts de l'emprunt. Une somme de 19 252,40 € est prévue afin d'annuler le titre de 2023 de régularisation comptable. Les recettes de fonctionnement est inscrit la somme de 70 253 € supplémentaires correspondant au remboursement du salaire du poste Action Cœur de Ville en 2020 par l'ANA, et il est inscrit une somme de 190 000 € supplémentaires correspondant au remboursement du personnel mis à disposition, cuisine centrale et pôle petite enfance. La ville de Morlaix est éligible au FPIC, donc c'est ce que je vous disais précédemment, avec une plus-value de 8 718 € cette année, rapport à la somme inscrite au budget primitif. La somme de 68 000 € est inscrite en remboursement des dégâts suite à la tempête Ciaran. Suite à la dissolution de la Société d'aménagement du Finistère, la SAFI, la somme de 29 348 € a été reversée à la ville de Morlaix. C'était les parts sociales. En investissement, on retrouve donc dans cette section des écritures de régulation comptable, l'inscription en plus en moins value. Donc pour le budget annexe du pôle petite enfance, 95 000 € qu'on a vu tout à l'heure, on retrouve, c'est des sommes qui sont réallouées. Il convient d'inscrire les 30 000 € afin d'assurer l'équilibre financier du budget de l'Angolvas. Le budget annexe du centre de santé, on récupère les 10 900 € qui ont été versés sur ce budget-là et 71 000 supplémentaires donc à la cuisine centrale. Voilà les principaux éléments en plus-value, moins-value des différentes sections. Si vous avez des questions, alors bien entendu, vous avez derrière le tableau des décisions complètes avec toutes les sommes engagées en plus-value, moins-value, en dépenses et en recettes, sur la partie fonctionnement et ensuite sur la partie investissement. Nous aurons après à voter par budget annexe les DM afférentes. Chers collègues, y a-t-il des interventions ? S'il n'y en a pas, nous pouvons passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Alors, l'opposition s'abstient, donc ça fera 6 abstentions. Y a-t-il des oppositions? Il n'y en a pas. Merci. Nous pouvons poursuivre avec les budgets annexes et la décision numéro 1. Lauré Dubois. Ah oui, il faut faire voter par budget. Hop. Donc, on a ensuite sur le budget cuisine centrale, y a-t-il des abstentions? Des abstentions sur la cuisine centrale, Jean-Charles? Pas d'abstention. Des oppositions? Pas d'opposition. Sur le pôle petite enfance, y a-t-il des abstentions? Il n'y en a pas. Pas d'opposition non plus. Sur le centre de santé municipal,
Y a-t-il des abstentions ou des oppositions? Il n'y en a pas non plus. Et sur le budget de Langolvas, que j'avais passé rapidement, y a-t-il des abstentions ou des oppositions? Il n'y en a pas. On peut poursuivre avec la DM1 du budget annexe du lotissement de Loré-du-Bois. Patrick. Oui, une histoire un peu longue, on en a parlé plusieurs fois, hein, Loré-du-Bois, donc le lotissement, il fallait pour clore l'ensemble des budgets, avoir vendu l'ensemble des appartements, ce qui n'était toujours pas le cas. Il a donc fallu rajouter en DM parce qu'il y avait des frais, il continuait à y avoir des frais. Donc on a une DM donc, que vous avez en annexe hein, sur le lotissement, qui est donc de 6 669 € qu'on vous demande de bien vouloir voter. Merci. Pardon, s'il n'y a pas d'intervention, y a-t-il des abstentions ou des oppositions? Il n'y en a pas, merci. On poursuit avec la clôture de ce budget, Patrick. Oui, clôture, donc on n'en parlera plus normalement. Le conseil municipal est informé que tous les terrains donc, du lotissement de Loré-du-Bois sont vendus, ce que je vous disais précédemment, et l'ensemble des travaux réalisés. Aussi, il y a lieu de reverser au budget principal de la ville l'excédent constaté afin de procéder à la clôture de ce budget annexe, la somme de 42 171,77 €. Merci. S'il n'y a pas d'intervention, y a-t-il des abstentions ou des oppositions? Il n'y en a pas, merci. Comme vu dans l'ADM, attribution d'une subvention complémentaire à l'EHPAD. Patrick. Oui, comme tous les ans, on a besoin effectivement de continuer à aider nos EHPAD et on en reparlera peut-être dans la discussion, hein, dans l'ensemble des EHPAD de France et de Navarre, hein, j'ai envie de dire, sont en grande difficulté avec des dépenses toujours supérieures et des rentrées moindres. On a donc décidé de continuer à soutenir notre EHPAD, bien entendu. Pour ce faire, on avait besoin de voter une DM de 300 000 € pour pouvoir donc la déléguer au CCAS. Donc c'est un montant maximum de 300 000 € qui sera donc envoyé au CCAS. Et pour votre information, hein, nous faisons partie du mouvement EHPAD en colère, hein, qui réunit quasiment tous les EHPAD publics du Finistère et au-delà, puisque le mouvement est parti des Côtes d'Armor, qu'avec le soutien des 4 conseils départementaux qui sont en charge hein, de la question du grand âge, l'association a acté, esté en justice, contre l'État, hein, puisque c'est une compétence régalienne de l'État et que le constat, c'est que le sous-financement chronique de la prise en charge du grand âge ne permet pas d'atteindre des équilibres. La promesse a été plusieurs fois réitérée d'une loi grand âge qui prenne en charge l'ensemble du financement du grand âge et de la dépendance. Malheureusement, après avoir été promis pour 2023 puis 2024, elle a à l'heure actuelle été renvoyée au calende grec et que malheureusement, nous faisons le constat collectif et unanime qu'à défaut d'orientation et de financement de la dépendance, il n'y a pas d'issue au retour à l'équilibre de l'ensemble des EHPAD. Et que cela pose chaque année un problème beaucoup plus fort et qu'à défaut d'évolution réglementaire et de loi qui puissent garantir à long terme, notamment le modèle des EHPAD publics qui est extrêmement fort en Bretagne, nous rencontrons déjà collectivement une difficulté majeure sur la question. Oui, Alain et ensuite Ismaël. Oui, c'est juste l'occasion d'affirmer la qualité de l'accueil à l'EHPAD de la Boissière, le dévouement du personnel et voilà, ils font vraiment le maximum pour le bien-être de leurs résidents. Merci Alain, je crois qu'on peut tous s'associer collectivement hein, pour tous ceux qui ont l'occasion d'y aller et nous sommes un certain nombre à y aller régulièrement. Nous avons fait jusqu'alors des choix, pour le coup, pour la prise en charge de nos aînés, de remplacement quasi systématique.
dès la moindre absence. Nous avons vu apparaître des nouvelles pratiques délétères comme l'intérim sur les fonctions d'infirmière, d'aide-soignant, et ce qui augmente très sensiblement le coût des remplacements. Cela, jusqu'à l'heure actuelle, nous le tenons, mais au prix d'un support de la ville de Morlaix qui s'accroît malheureusement, et nous avons véritablement besoin d'évolutions réglementaires sur cette question pour garantir une bonne prise en charge. Et puis comme tu l'as dit, Alain, aussi un bon service, puisque jusqu'à maintenant, effectivement, nous avons des retours positifs quant à la prise en charge de nos aînés à l'EHPAD. Ismaël? Oui, j'irai évidemment dans le même sens qu'Alain et toi, Jean-Paul, sur la qualité de la prise en charge à l'EHPAD de la Boissière. Plus généralement, c'est vrai que la question du vieillissement, de la perte d'autonomie, de la dépendance, c'est une question de santé publique. On sera peut-être tous amenés à en arriver là. Et globalement, on peut dire que notre société ne consacre pas assez de moyens justement à une prise en charge digne, humaine de ces personnes âgées et de ces anciens qui ont pourtant contribué par leur cotisation également à la solidarité nationale et au financement du système de santé. Donc pour moi, en fait, le financement des EHPAD, ça devrait être pris en charge dans le cadre de la sécurité sociale, avec une extension de l'assiette, une extension des cotisations sociales. Quand on a créé la sécurité sociale au sortir de la guerre avec le gouvernement du général de Gaulle et Ambroise Croizat comme ministre de la Santé, la France était exsangue, elle était ruinée par la guerre, et on a fait ce pari en fait, d'aller chercher de nouvelles ressources pour financer les dépenses de solidarité, à savoir les retraites par répartition et également les dépenses de santé. Aujourd'hui, on est face à un défi qui est important aussi, le défi du vieillissement. On parle d'un doublement du nombre de personnes âgées d'ici 2050. Et actuellement, on assiste simplement à des mesurettes gouvernementales et les présidences se suivent et se ressemblent de ce point de vue-là. La première loi dépendance, elle avait été annoncée par Sarkozy, à grand renfort de flonflons et de trompettes, et puis finalement il s'était rien passé, et aujourd'hui on est dans une situation où 80% des EHPAD sont en situation de déficit. Dans le Finistère, en plus, on a des EHPAD qui sont essentiellement des EHPAD à but non lucratif, qu'ils soient associatifs ou publics. Cette situation, elle est vraiment très, très alarmante, parce que en bout de course, c'est les personnes âgées accueillies qui risquent de trinquer, hein, parce que moins de moyens pour financer aussi du personnel. On retarde aussi des travaux parce qu'on n'a plus les capacités d'investissement. On dégage plus d'excédent de fonctionnement. Et donc cette situation, elle est vraiment alarmante, d'autant que le coût moyen des EHPAD a aussi augmenté ces dernières années. C'est le cas aussi à l'EHPAD de la Boissière. Je me souviens, en 2014, il était presque de 500 € moins élevé qu'aujourd'hui. Alors il y a eu des travaux, il y a eu une augmentation du confort qui le justifie, mais on ne pourra pas aller très très loin dans l'augmentation du prix mensuel des hébergements dans les EHPAD, parce que le niveau des retraites des Finistériennes et des Finistériens et des Morlaisiens et des Morlaisiens n'augmente pas dans la même mesure. Donc c'est vraiment au niveau de l'État que ça se joue, et je pense que le mouvement EHPAD en résistance, il choisit la bonne modalité d'action, parce que ni les collectivités locales, ni le département à eux seuls n'ont la clé pour ce financement des EHPAD. Il faut vraiment qu'il y ait de nouveaux financements, de nouvelles recettes pour financer tout le système. La question de la perte d'autonomie est aussi sur le tapis, de l'aide à domicile, parce que les associations qui font de l'aide à domicile ont aussi été, vu leur déficit compensé par le département à plusieurs reprises,
mais jusqu'au moment où on ne pourra plus le faire. Ouais. Merci Ismaël. Patrick, pour quelques compléments. Oui, je voulais juste ajouter que on sent quand même qu'on arrive sur un nouveau stade ou un nouveau palier avec l'EHPAD, parce que jusqu'à présent, en fait, entre la compensation que pouvait donner la mairie et le budget de l'EHPAD, en fait, ils arrivaient en fin d'année à être à zéro. Aujourd'hui, pour la première année, l'EHPAD sera en déficit à la fin de l'année. C'est-à-dire que notre EHPAD va commencer l'année 2025 avec un déficit. Alors, ça a plusieurs compétences, mais ça a plusieurs conséquences, notamment une qui va être que très vite, l'EHPAD risque d'être en difficulté de trésorerie, parce que si cette somme, on n'est pas encore capable aujourd'hui de vous dire au centime près à combien elle sera, si elle est supérieure à 100 000 euros, ça veut dire qu'en début d'année, il manquera 100 000 euros à l'EHPAD. Et là, pour le coup, on avait réussi à Morlaix, alors qu'il y a d'autres villes qui, depuis longtemps, avaient des déficits cumulés, parce que les EHPAD ont l'autorisation d'être en déficit. Nous, on arrive, en fait, on rejoint le groupe des EHPAD aujourd'hui en déficit, et du coup, ça va accroître leurs difficultés. Difficultés d'investissement, bien entendu, mais aussi difficultés de fonctionnement. Mais il nous apparaît également nécessaire d'afficher du déficit, et je cède après immédiatement la parole à Catherine Tréanton, puisque comme nous n'en affichions pas dans les mesures post-Covid, nous n'avions pas été retenus en termes d'aide financière complémentaire de l'ARS. Donc on s'était fait un peu avoir à vouloir systématiquement combler totalement le déficit de l'EHPAD. Catherine ? Donc il est bien nécessaire de montrer à l'État les difficultés qu'on traverse. Moi, je vais vous dire le chiffre de l'intérim pour l'année, 300 000 euros, un petit peu plus. On est vraiment, on va arriver en grande difficulté, et par fonctionnement, on sera atteint aussi, puisque c'est du même budget annexe que le FJT et le CCAS. Allons-nous devoir réfléchir à supprimer des services que nous rendons à la population? La question va se poser si le déficit est trop important. Voilà. Donc un appel véritablement fort ce soir, mais Catherine, qui nous représente dans le mouvement EHPAD en résistance, est mandatée pour accompagner l'ensemble des actions de ce mouvement. Il y avait eu un temps quelques retards à l'allumage des départements, mais désormais les 4 départements bretons soutiennent le mouvement, parce qu'il apparaît nécessaire à tous les acteurs que des évolutions apparaissent rapidement. Puisque sinon, entre des coûts supplémentaires promis aux collectivités dans le projet de loi de finances, des charges supplémentaires dont on voit poindre dans le débat à l'heure actuelle et dans la future loi de finances, les coûts que cela aura pour les collectivités, et des charges qui ne sont pas prises en charge, notamment dans les EHPAD ou dans d'autres services, l'exercice qui est chaque année compliqué, c'est une réalité, commence à avoir des tensions particulièrement dures. Chers collègues, sur la subvention, y a-t-il des abstentions ou des oppositions? Je vous remercie. Nous abordons, c'est le conseil de Patrick Gambache ce soir, quasi exclusivement, la question des transferts des équipements d'intérêt communautaire à Morlaix suite à la collecte du 17 septembre. Patrick. Oui, tout d'abord, la prise de compétence a abouti au transfert à Morlaix Communauté des équipements suivants. Je tenais à les reciter pour que tout le monde les ait bien en tête. Le théâtre du Pays de Morlaix, le pôle culturel du Roudour à Saint-Martin-des-Champs, le complexe de l'Angolbas incluant la halle Jézéquel à Morlaix, le musée des Jacobins à Morlaix et ses annexes, le centre aquatique de Pouignot, la piscine de la Boissière à Morlaix et la piscine de Plébert-Christ. Donc la collecte composée des membres des 26 communes, donc tout le monde en fait partie, est chargée de procéder à l'évaluation des charges transférées afin de permettre le calcul des attributions de compensation. À cet effet, la collecte s'est réunie en séance de travail ou pré-collecte à plusieurs reprises pour mener à bien ces travaux d'évaluation le 10 novembre 2023 pour déterminer la méthodologie et retenir
et retenir puis le 2 juillet 2024 avant d'entériner la méthodologie en intégrant les données définitives de 2023. Sur le transfert, la commission locale d'évaluation des charges transférées, donc la CLEC, remet dans un délai de 9 mois un rapport évaluant le coût net des charges transférées. Ce rapport a été adopté à l'unanimité des communes présentes à la CLEC du 17 septembre 2024. Ce rapport doit être approuvé par délibération concordante, donc ça veut dire de l'ensemble des communautés, à la majorité qualifiée des conseils municipaux, prise dans un délai de 3 mois à compter de la transmission du rapport au conseil municipal par le président de la CLEC. Je vous passe les détails en fait des types de méthodologies en vous rappelant qu'il a été choisi une méthode dérogatoire. Donc on a soit une méthode classique, soit une méthode dérogatoire. Cette méthode dérogatoire, le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par la délibération concordante du conseil communautaire statuant à la majorité des 2/3 et des conseils municipaux des communes membres intéressées, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges. Conformément aux orientations données à la CLEC le novembre 2023, la méthodologie dérogatoire suivante a été retenue. Alors je vous les lis rapidement parce que c'est quand même ça qui va déterminer en fait la CLEC et donc l'organisation et les répartitions financières. Pardon. La période d'évaluation tient compte des années représentatives les plus récentes, y compris 2023, et exclusion faite des années Covid 2021 qui étaient des années atypiques et qui ne permettaient pas d'avoir une vision claire de l'utilisation de l'ensemble des outils, et de l'inflation pour un retraitement des années les plus anciennes. Les dépenses d'énergie ont fait l'objet d'un correctif à moins 25% sur 2023 en raison d'une variation très importante sur cet exercice. Sur la base des derniers rapports d'activité de chacun des équipements et sur les informations communales et statistiques INSEE disponibles, une analyse de la fréquentation et de la provenance des usagers de chaque équipement, ou lorsque la fréquentation n'est pas le bon indicateur de la capacité de la commune à financer l'équipement, a été menée permettant de définir une clé de répartition de la charge nette de fonctionnement entre les communes d'implantation et Morlaix Communauté. Pour l'évaluation de charges indirectes, telles que les charges de structure, le taux unique de charges indirectes appliqué aux charges directes est retenu à hauteur de 12% pour les équipements en gestion communale directe et de 1,2% pour les équipements dont les gestions sont confiées à des tiers, associations ou par délégation. En investissement, s'agissant de l'investissement permanent, la période d'évaluation retenue tient compte des 10 années de l'inflation pour le retraitement des années les plus anciennes. La méthode de mutualisation est définie par une quote-part représentative de la fréquentation de l'équipement par les habitants de la commune siège, pour les piscines et les salles de spectacle notamment, ou lorsque la fréquentation n'est pas le bon indicateur, une quote-part représentative de la capacité de la commune à financer l'équipement pour le musée et l'Angolvas par exemple. Une quote-part représentative de la fréquentation de l'équipement par les habitants de la commune siège, pour les piscines et les salles de spectacle notamment, ou lorsque la fréquentation n'est pas le bon indicateur, une quote-part représentative de la capacité de la commune à financer l'équipement. C'est notamment vrai pour le musée et l'Angolvas. S'agissant de l'évaluation du renouvellement de l'équipement, le coût de renouvellement de l'équipement est exclu de l'évaluation et est à terme à la charge de la communauté d'agglomération. La dette contractée avant le transfert de l'équipement pour financer son renouvellement reste à la charge de la commune jusqu'à son extinction. Une quote-part de la redevance d'équilibre aux concessionnaires qui financent le renouvellement du bien reste à la charge de la commune jusqu'au terme du contrat, ce qui semble assez normal. Au regard de ces travaux d'évaluation menés avec l'aide méthodologique du cabinet Ressources Consultants Finance, à partir des données communiquées par les communes, il a été possible d'établir le bilan final suivant. Le montant total de la charge nette de fonctionnement, y compris l'investissement permanent, s'établit in fine à 2 348 444, au regard de la fréquentation et de la provenance des usagers de chaque équipement.
Elle est répartie à hauteur de 1 421 490 en tant que reste à charge pour Morlaix Communauté et de 820 004 en tant que reste à charge pour les communes concernées. L'investissement de renouvellement des équipements est évalué à 106 949 €. Il s'agit là d'une provision de gros renouvellement figurant dans les contrats de DSP de la piscine de Puigno, prise en charge par la commune en section de fonctionnement au travers de la contribution versée au délégateur. En conséquent, le montant des attributions de compensation en fonction de fonctionnement versées aux communes est minoré en 2024 de 926 953. On retrouve bien nos 820 000 plus les 106 000 qui ont été versés à la DSP. Le montant d'attribution de compensation modifié impactera les seules communes de Morlaix, Pleyber-Crise, Puigno, Saint-Martin-des-Champs, dans le cas où les conditions d'adoption seraient réunies et que ces 4 communes l'acceptent. Il est proposé au conseil municipal donc d'approuver le rapport de la CLET relatif au transfert des 7 équipements d'intérêt communautaire à Morlaix Communauté à compter du 1er janvier 2024, tel que présenté dans les annexes. Merci. Y a-t-il des questions? Oui, Alain. Juste une question, est-ce que vous pouvez nous donner un état des lieux du grand hall, en parlant de Langolvas, justement de Langolvas, l'état dans lequel il se trouve, est-ce qu'il ne peut plus accueillir du public, et puis qu'est-ce qui est envisagé? Nous avons abordé la question dernièrement, puisqu'à l'issue de la tempête Ciaran, un certain nombre de plaques en fibrociment du toit se sont mises à vibrer et ont dès lors émis des poussières. Et faute d'investissement ces dernières années, il n'y a pas de confinement intérieur des tôles en fibrociment, puisque la construction est quasi comme à l'origine, à part quelques renforcements de charpente qui ont été émises. On a un bâtiment qui effectivement ne correspond pas aux standards actuels de salles que ce soit de spectacle ou de foire, comme le Grand Hall en accueillait. Avec ces vibrations et ces fibres issues des vibrations des plaques en fibrociment, nous avons dépassé la limite des fibres admises dans l'air ambiant. Dès lors, dès qu'il y a un dépassement de limite, nous ne pouvons plus accueillir du public. Nous recherchons à l'heure actuelle un intervenant qui pourrait resserrer les goujons des plaques pour les refixer et voir si cela aurait, j'emploie le conditionnel, un impact positif sur l'empoussièrement intérieur du grand hall. Mais nous n'avons pas trouvé de société intervenant sur le fibrociment à l'heure actuelle. Donc pour l'instant, nous n'avons pas de solution, et vous l'avez vu, il a été neutralisé par exemple pour la Foire Expo, heureusement avec une solution qui a permis d'avoir la plus forte fréquentation ces dernières années de la Foire Expo. Il va falloir reconstruire si on se met à plus croire la presse et les organisateurs, moi je ne sais plus qui croire. J'y étais, j'y ai passé les 3 jours dans le José-Cal où on a eu très froid d'ailleurs. Bon, alors, permettez-moi, si je vous permettez que je finisse et je vous donne la parole après mon intervention. C'est relayé dans la presse, ce sont les paroles de l'organisateur. Permettez-moi de ne pas le mettre en doute puisque son expression est publique, à défaut d'autres éléments, puisqu'il avait en plus, pour utiliser la halle Jézékel, des obligations de comptage, puisque comme un certain nombre d'entre nous, vous avez dû y aller, vous avez repéré la personne à l'entrée de la halle Jézékel qui était dans une obligation de compter l'ensemble des flux. Donc ils doivent en plus avoir des données assez pertinentes. Pour revenir au grand hall, pour revenir à tout Langolvas, puisque les plaques en fibrociment et de l'amiante, il y en a un petit peu partout. Force est de constater que le fait d'avoir refusé pendant des années le transfert de l'équipement n'a pas pu asseoir un projet de rénovation de l'équipement lors des 2 mandats précédents. Je rappelle juste que le président Fichet, un de mes prédécesseurs à l'agglomération, avait par écrit proposé d'assumer lors du mandat précédent le transfert au moins de 2 équipements. Il s'agissait du théâtre et de Langolvas. Quelle satisfaction de présenter ce rapport de Clecte ce soir, puisque nous allons pouvoir, comme le définissait depuis un premier rapport de la fin des années 90 la Cour des comptes,
cet équipement est d'intérêt communautaire. Il l'a d'ailleurs démontré quand il a fallu trouver un centre de vaccination central sur le pays de Morlaix. Croyez-moi, dans les discussions avec nos homologues de Oléon Communauté et de la communauté de communes du pays de Landivisiau, la discussion a duré quelques secondes. L'Angolvas remplit cette fonction centrale au sein non pas seulement de Morlaix Communauté, mais de tout le pays de Morlaix. Et je le répète, parce que c'est une réalité, faute d'investissement, les concerts que nous avions pu connaître à Morlaix n'avaient plus lieu depuis un certain nombre d'années. On maintenait encore un seul festival de musique. Il y avait encore eu la nuit du reggae qui avait fait un passage avant de voir que le dernier festival, c'était Panorama, mais qui a choisi, et nous les accompagnons en ce sens, d'être en décroissance. Ce qui est quand même culotté de la part d'un festival que d'assumer, de ne plus faire les grands rassemblements de dizaines de milliers de personnes et les impacts environnementaux que cela génère. Le projet, comme nous l'avons dit dernièrement au Conseil de communauté, est à construire. Puisque, je ne sais plus si c'est au dernier ou à l'avant-dernier, nous avons eu un débat avec Joïrien, le maire de Garland, puisque le parc de l'Angolvas est sur la commune de Garland, le projet est à construire. Donc, j'ai répondu sur le grand hall, problème d'empoussièrement, on n'a pas de solution immédiate de court terme, il y a tout à construire sur le futur parc de l'Angolvas. La volonté qui a été exprimée dans le débat, c'est que nous avons besoin d'un parc expo à l'échelle du territoire, que le positionnement du parc de l'Angolvas est adéquat pour nourrir tout le grand pays de Morlaix, mais qu'il va nous falloir construire un projet complet de réhabilitation, et notamment sur le grand hall qui doit faire quasiment l'objet d'une réhabilitation complète. Nous sommes en train d'évaluer avec Nersbro-Montroulez, la SAS locale créée avec Morlaix Communauté et le SDEF, le potentiel qu'il pourrait y avoir à développer du photovoltaïque sur le parc. Donc il y a du travail en cours, il n'y a pas encore de solution qui s'est dessinée à l'heure actuelle. S'il n'y a pas d'autres interventions, Georges ? Donc nous allons voter effectivement cette délibération, mais il ne faudra pas que, ces histoires de transfert occultent le fait qu'il faudra réfléchir aussi à un moment sur les fusions de communes dont on parle depuis des années et qui seraient les bienvenues avec les communes périphériques de Morlaix, Saint-Martin, Garland justement, puisque l'Angolvas y est, Plourain et Morlaix, parce qu'effectivement cela donnerait plus de poids à la ville de Morlaix, nonobstant le fait que Morlaix Communauté prend de plus en plus de ses compétences et pallie partiellement à un grand Morlaix. Merci Georges. Nous avions délibéré conjointement avec les communes de Plourain-les-Morlaix et de Saint-Martin-des-Champs pour mener un travail de rapprochement et de mutualisation d'un certain nombre de services. Nous avons retenu des priorités, notamment sur l'ensemble des outils informatiques retenus. Nous regardons la question ensemble de la petite enfance, est une question qui est aussi toujours en débat. Il n'y a pas eu d'objectif ou encore clairement de mutualisation actée avec Saint-Martin-des-Champs. Le troisième sujet qu'on a regardé, pardon ? Ouais, les espaces verts, la gestion des espaces verts. Je le dis avec un certain plaisir, puisque nos voisins trouvent que la qualité des espaces verts de Morlaix, quand même, ajoute une note extrêmement attractive à la ville, et j'en remercie les services en le disant. On est toujours dans le travail suite à cette délibération conjointe qui est quand même une avancée majeure. On n'a pas parlé de fusion, mais on a toujours dit qu'avant de se marier, il fallait continuer à bien se connaître. Moi, ma position n'a jamais varié depuis la première fois où on m'a posé la question en 2013. Donc ça commence à dater. Je pense que nous sommes une unité géographique, que nos habitants vivent dans cette unité géographique qui est ce grand Morlaix dont on parle, et que dès lors la réalité de la gestion et de la collectivité municipale qui devrait la gérer
devrait être unifié. Mais ça, c'est ma position personnelle. Elle ne s'impose pas parce que je le pense et que je le dis depuis plusieurs années. Donc le travail continue. Le premier adjoint m'accompagne dans les différents échanges avec les maires de Plourin et de Saint-Martin. On espère aboutir sur certains sujets au cours de ce mandat, puisque cela aussi a des volets extrêmement positifs. Quand on partage des outils, on est en capacité de s'entraider en cas d'absence, en cas de défaillance de l'un et l'autre. Nous, on a connu l'intérêt d'avoir pu activer les outils que nous avions en commun avec Morlaix Communauté quand nous avons subi l'attaque informatique. Pour le coup, ça nous a même sauvé la peau, ou en tout cas, si ce n'est sauvé la peau, permis de rétablir plus rapidement un certain nombre de services minimaux. Donc le travail est toujours l'ouvrage est toujours sur le métier, pour reprendre une expression usitée. Y a-t-il d'autres interventions, chers collègues? S'il n'y en a pas, alors, pour ce transfert des équipements d'intérêt communautaire et l'approbation du rapport de la CLECT, y a-t-il des abstentions, des oppositions? Il n'y en a pas. Merci. Prochaine étape, lundi prochain, au Conseil de communauté. Merci. Patrick, je te recède la parole pour le Quai de Léon. Oui, vous connaissez donc tous le projet porté par Morlaix Communauté. Je tiens juste à rappeler qu'il comprend la rénovation complète du Quai de Léon, garantissant une accessibilité pour tous, l'instauration d'une zone de circulation apaisée pour les automobilistes, oui, les autoroutes, sur les automobilistes et les cyclistes, la création de séquences paysagères tout au long du Quai de Léon, la refonte intégrale du parking Puyot, faisant la part belle aux espaces verts, la création d'une estacade longeant le quai, la création d'une passerelle traversant le bassin à partir de l'entrée de la cour d'honneur et la mise en lumière de la manufacture. On vous a passé quelques éléments que vous avez pu voir déjà ailleurs, que vous avez pu voir notamment qui ont été présentés lors de la réunion avec les habitants qui a eu lieu la semaine passée, qui ont été diffusés dans la presse également. Voilà, donc étant donné que l'entreprise de ces travaux relève simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d'ouvrage, en conséquence, des conventions de transfert seront signées avec le département du Finistère, la ville de Morlaix, la commune de Saint-Martin-des-Champs, conformément à l'article L 2422-12 du Code de la commande publique. La programmation des travaux, ça nous intéresse. La première phase du square Végan à Puyot, du 1er mars au 30 novembre 2025. La deuxième phase, l'estacade, de juin 2025 à novembre 2025. La troisième phase, installation de la passerelle à partir de septembre 2026. Le montant total de l'opération est estimé à 4 064 €. Comment ? Pas d'intervention du public, s'il vous plaît. Ouais, je vous remercie de ne pas intervenir dans le public. Merci, c'est gentil. Plus un mot, vous avez dit. Donc le montant de l'opération est estimé à 4 064 €. Le square Végan, Quai du Léon, place Puyot, 3 376 848. Le parking entrée de ville, station Élan, 27 216 €. L'estacade, 596 000 €. Le coût total pour 4 millions. Si on regarde ce plan de prévisionnel de financement, on voit la répartition. La participation de Morlaix Communauté est à 78%, 3 120 364. La participation de Morlaix Ville est de 16,9%, 674 800 €. Et la décile 2024, 3,7%, 150 000 €. La participation du département, 1,4%, 54 900 €. Le fonds vert, le dossier est en instruction, donc on ne sait pas. Et le total fait bien les 4 064 €. Voilà l'essentiel du projet. Donc ce soir, on vous demande d'approuver le lancement des travaux de requalification du Quai de Léon et de ses abords et d'approuver la convention de financement et de transfert de maîtrise d'ouvrage entre la ville de Morlaix et Morlaix Communauté portant sous la requalification du Quai de Léon et de ses abords. Merci.
Alors, vous l'aurez bien compris, cela accompagne évidemment l'émergence ces dernières années, la réémergence de la manufacture, puisque c'est dans la délibération, mais le chiffre mérite qu'on s'y arrête, 240 000 visiteurs, avec un succès confirmé du Sioux, un succès dans des proportions inattendu, voire même inespéré, de l'espace des sciences, qui s'est inscrit comme un des centres de culture scientifique les plus fréquentés de France durant l'été, et dès lors des travaux d'aménagement nécessaires pour gérer l'accessibilité du lieu par le quai, avec en plus, à la rentrée 2025, le 3e département de l'IUT. Nous, ces dernières années, nous avons réinvesti, pour ne pas dire regagné, ce quartier de ville. C'est une très bonne nouvelle pour la vie, pas seulement morlaisienne, mais de l'ensemble du territoire, puisqu'il faut toujours garder ce chiffre en tête. Je le dis sous couvert du directeur du programme ACV, Loïc Marquer, dont je remercie sa mobilisation sur ces différents sujets, celui-ci également en particulier. C'est à peu près, alors je ne sais pas découper nos concitoyens, mais pas loin de 8 de nos concitoyens sur 10 qui fréquentent le centre-ville et qui empruntent le quai de Léon, qui ne sont pas habitants de la commune de Morlaix. Donc c'est véritablement une voirie qui a un véritable intérêt communautaire. Y a-t-il des questions? Georges, je me doute de la question. Voilà. Vu que le président de la commission des affaires générales financières a dû indiquer à monsieur le maire pourquoi nous étions abstenus. Donc on en revient à une délibération précédente. C'est effectivement potentiellement un très beau projet, avec effectivement une affluence importante, et tout le monde s'en félicite du côté de la Manu, à travers les différents établissements ou associations qui y sont installées. Tout cela suppose qu'effectivement, il y a un afflux de visiteurs du pays de Morlaix ou d'ailleurs. Il y a aussi des Morlaisiens qui habitent ce secteur, qu'il y a des suppressions de places de parking. On sait que dans les villes à taille de Morlaix et les villes de province, effectivement, la voiture, quoi qu'on en pense par ailleurs, est un élément important, primordial. Que des places vont être supprimées tout le long du quai dans le projet. Et je ne suis pas sûr que l'installation d'un parking à l'ancienne station Élan réponde pleinement aux besoins, notamment de riverains. Merci Georges. Je laisse Patrick Gambage vous répondre. Alors, juste à la question qui était posée l'autre soir, je t'ai répondu et je réponds ce soir de la même façon. Donc, le parking du Square Végan est bien maintenu dans sa totalité. Donc, voilà, et j'avais même envie de dire, c'était écrit dans la presse, donc on peut le croire. Voilà, donc ça c'était la première chose. Effectivement, la station Élan doit aussi permettre d'avoir un stationnement pour les cars, de pouvoir faire le tour et retourner dans l'autre sens. On manquait d'un endroit pour que les bus puissent faire demi-tour, et c'est dans cet espace-là, en fait, qu'ils viendront même pouvoir stationner temporairement et faire ce retournement dont ils ont besoin. Et dans la requalification du parking Plouillot et dans la création d'un parking complémentaire juste au-dessus de l'auberge de jeunesse, nous aurons même avec la suppression des places de parking longitudinales le long du quai, le gain de quelques places sans même intégrer les places qui sont dans l'espace de la station Élan, puisqu'il existe déjà un premier espace de parking pas totalement correctement aménagé et pas totalement utilisé. Donc oui, nous avons été vigilants à très légèrement augmenter le volume de place dans la requalification de l'espace du quai et de la place Pouillot. Oui, Georges? Non, on insiste beaucoup sur ce point-là parce que je me souviens que lors de la délivrance des permis de conduire, des permis de construire, lors des lancements des projets Sioux, Espace des Sciences et autres, les services de l'État étaient très vigilants sur le fait, notamment, qu'il y ait des places de parking correspondant en nombre au public attendu
sur le site de la Manu. C'était vrai hier, j'imagine que ce l'est toujours aujourd'hui, et que je n'oublie pas qu'il y a des riverains qui ne circulent pas nécessairement en bus, qui vont faire leur tour station Élan, et qu'il y a des gens qui habitent dans le secteur et qui se voient là aussi des places se disparaître. Donc on se fait le relais de nos propres observations, mais aussi des remarques que nous font nos concitoyens. Tout à fait, nous les écoutons, hein, bien évidemment, puisqu'il y a des professionnels installés là. Hein. À la présentation, il y avait des professionnels qui ont des établissements d'hébergement, hein, et que nous sommes extrêmement vigilants. Et j'espère, après la formation que nous avions déjà délivrée par voie de presse, vous avoir rassuré sur le sujet. Mais j'ai entendu aussi vos propos sur le beau projet. Ça va également très clairement rehausser la qualité du quai, puisque pour l'emprunter à pied très régulièrement, même la structure des trottoirs est à l'heure actuelle trop usée pour être conservée en l'état. Et on parle souvent des travaux d'aménagement des surfaces. N'oublions pas les travaux essentiels qui sont menés sur la réhabilitation des réseaux souterrains, des réseaux humides, hein, qu'ils soient d'eau potable ou d'assainissement, puisque cela nous permet, et je tiens à le souligner, en avance vis-à-vis d'énormément de territoires, de rétablir nos réseaux d'assainissement. Plus tard, de la station de Quéranroux, les travaux y ont commencé, parce que de cela dépend le développement futur du territoire. Donc je me permettais de réinsister sur les réseaux souterrains, puisqu'ils sont essentiels à la bonne vie du territoire. Et comme nous avons pu le dire aussi, il y aura un traitement du poste de relèvement Végan qui sera neutralisé avec un nouveau poste de relèvement, avec l'installation d'un filtre H2S, puisque Végan est un très ancien poste, et quand il est en charge, on a quelquefois des odeurs désagréables. Avec la création du nouveau poste, les filtres installés pourront permettre d'évacuer ces odeurs. S'il n'y a pas d'autres interventions, chers collègues, y a-t-il pour la délégation de maîtrise d'ouvrage du Quai de Léon des abstentions? Ah ben, je ne comprends pas, j'ai répondu à vos questions, vous abstenez quand même. C'est un très beau projet, mais on s'abstient. Quand c'est un très beau projet, il faut s'y investir pleinement. 6 abstentions. Y a-t-il des oppositions? Pas d'opposition, mais je retiens que c'est visiblement une abstention très positive après vos propos, Georges. Merci. Nous continuons avec le renouvellement de la convention d'objectifs entre la commune de Morlaix et l'ORPAM. Et c'est Laetitia qui prend la suite. Je remercie pour cette séquence de délibération très essentielle. Patrick Gambache. Et il passe enfin le relais. Laetitia. Oui, donc il s'agit de renouveler le soutien de la ville à l'ORPAM dans ses missions auprès de nos aînés. Donc la convention actuelle se termine donc à la fin de l'année et cette nouvelle convention repartira pour les 3 prochaines années. Merci. La convention avec l'ORPAM, avez-vous des questions, chers collègues? S'il n'y en a pas, y a-t-il des abstentions ou des oppositions? Nous pouvons continuer avec la courte échelle cette fois, Laetitia. Eh bien, comme pour l'ORPAM, il convient de renouveler tout le soutien de la ville auprès de la courte échelle dans sa mission qu'elle octroie à tous les habitants du quartier de Kernéguès et bien plus. La convention se termine à la fin de l'année. Il convient de la renouveler pour les 3 ans à venir. Allez-y, c'est une équipe formidable. Véritablement, des bénévoles toujours super accueillantes, plein d'activités à y faire, et une permanente de Tianol que je me permets de saluer en notre nom collectif, puisqu'elle nous accompagne dans les conseils de quartier, elle est tout le temps là et avec un immense sourire. Y a-t-il des questions ou des commentaires sur ce renouvellement de convention? S'il n'y en a pas, y a-t-il des abstentions ou des oppositions? Chers collègues, les dépenses de fonctionnement des écoles sous contrat d'association, c'est Frédéric qui nous présente cette délibération. Comme chaque année, disons qu'on a calculé la part communale qu'on va donner aux
aux écoles en contrat d'association avec les établissements privés. Donc pour info, pour les écoles maternelles au niveau du département, c'est 1885,28. Pour les écoles élémentaires, 626,35. Nous, notre calcul au niveau communal, donc ce sera pour les écoles maternelles 1782,83 et pour les écoles élémentaires 811,73. Donc ce qui fait un coût total pour Diwan 15 407,99. Notre-Dame de Lourdes 69 415,64. Notre-Dame de Ploujean 115 480,24 et Saint-Joseph 113 871,66, ce qui coûtera à la ville 314 175,53. Voilà, y a-t-il des questions sur ces forfaits? Chers collègues, s'il n'y en a pas, y a-t-il des abstentions ou des oppositions? Nous continuons avec André Laurent pour la désignation de membres au groupement d'intérêt public Café Culture. Le groupement d'intérêt public Café Culture gère les fonds dédiés au soutien de l'emploi artistique et technique afin de favoriser l'offre dans des lieux de proximité que sont notamment les cafés, les bars, les restaurants, considérés comme des maillons essentiels du développement artistique et culturel des territoires. Nous avons délibéré et décidé à l'unanimité de l'adhésion à ce groupement d'intérêt public lors du conseil municipal du jeudi 15 février 2024. Il s'agit aujourd'hui, si vous en êtes d'accord, de désigner les 2 membres pour siéger à l'Assemblée générale du groupement d'intérêt général Café Culture. Les candidatures sont celles de messieurs André Laurent et Camille Thomas. Si les termes de la délibération vous agréent, il est proposé aux membres de l'Assemblée délibérante de désigner M. André Laurent comme titulaire représentant de la ville de Morlaix et M. Camille Thomas comme suppléant. Voilà, la commission, lors des affaires générales et financières, a donné un avis favorable à l'unanimité. Merci André. S'il n'y a pas de questions, y a-t-il des abstentions et des oppositions? Arrive l'heure de la lecture de la motion relative à la protection des élus locaux dans l'exercice de leurs fonctions. L'article L. 2121-29 du Code général des collectivités territoriales dispose dans son dernier alinéa que le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local. Il précise que ces vœux sont des délibérations à portée non décisoire, sans effet juridique et dépourvues de caractère exécutoire. Depuis plusieurs mois, de nombreux élus ont exprimé la complexité actuelle à remplir leur mission en toute sérénité, en raison de la complexité des réglementations, de l'alourdissement des contraintes financières et de l'agressivité qui se développe dans la société. Ces facteurs pèsent de manière significative sur l'engagement quotidien de l'élu. Face à ces difficultés, nombreux sont les maires, adjoints et conseillers municipaux qui envisagent de renoncer à leur mandat, bien qu'ils se soient investis corps et âme pour le service de leur territoire. Cette situation suscite aussi des interrogations au sein des équipes municipales sur la poursuite de leur engagement au-delà de 2026. Les présidents du département du Finistère, de l'AMF 29 et de l'AMR, Association des maires ruraux, proposent aux conseils municipaux et communautaires de voter une motion avant le 31 mars 2025. Ainsi, nous sommes, chers collègues, sollicités pour demander aux parlementaires de prendre l'initiative d'une nouvelle proposition de loi clarifiant et simplifiant les règles régissant les conflits d'intérêts des élus locaux dans l'exercice de leurs fonctions. Demander que cette loi établisse, aussi précisément et concrètement que possible, la notion de conflit d'intérêts pour permettre aux élus d'appréhender les situations à risque et pour éviter les interprétations floues et divergentes. Demander que cette loi pose comme principe l'absence de conflit d'intérêts dans tous les cas où l'élu siège dans une structure qui poursuit des missions d'intérêt général pour le compte de la collectivité dont il est élu. Demander que les sanctions soient proportionnées pour garantir l'équilibre entre les faits reprochés et les peines encourues et que les élus locaux puissent se faire prévaloir leur droit à l'erreur pour tous les cas où un magistrat aura établi que l'intérêt général et la probité n'auront pas été lésés. Confier au conseil départemental du Finistère, à l'association des maires du Finistère, à l'association des maires ruraux du Finistère,
en lien avec les parlementaires du Finistère, le soin de transmettre cette motion avec celle des communes et des EPCI du Finistère au président du Sénat ainsi qu'à la présidente de l'Assemblée nationale. Et si les termes de cette délibération vous agréent, il sera proposé de retenir les points énoncés comme les articles de cette motion. Je rappelle juste que nous en avions déjà largement débattu au sein de ce Conseil et qu'effectivement, à l'heure actuelle, outre le bal des sorties des différents élus, nous avons dû prendre des mesures de sortie de différents CA d'associations pour ne pas mettre en péril les élus qui encourent des amendes pénales. Il y en a eu de prononcées dans le Finistère, à hauteur de 7 500 € pour nos collègues élus condamnés, et que dès lors nous ne pouvions pas prendre ce risque. Chers collègues, pour cette motion, y a-t-il des abstentions, des oppositions? Je vous remercie et je vous dis au 19 décembre pour le prochain conseil municipal. Bonne fin de soirée. Ouais.